Bonsoir, merci de suivre ce live Studiarama TV ce soir. Live consacré au métier de commissaire des armées. Alors pour parler de ce métier de commissaire des armées, nous recevons ce soir Bénédicte Larousse qui est officier recrutement formation et Sophie Legat qui est officier représentant l'école des commissaires des armées. Alors mesdames, merci d'être présentes ce soir et de bien vouloir répondre aux questions des internautes et de la rédaction. Je rappelle qu'on peut poser les questions en direct et que nous les prendrons en direct. Alors, Bénédicte, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pourriez, en quelques phrases, nous résumer le métier de commissaire des armées, sachant que ce n'est pas simple à résumer en quelques phrases, hein. C'est vrai, comme vous dites, c'est pas simple à résumer. Donc, pour commencer, un commissaire dans les armées, c'est un officier en charge de l'administration des armées. Et il peut exercer son expertise dans différents domaines, aussi bien l'audit, la finance, le droit, les ressources humaines, la logistique. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très diversifié. C'est-à-dire, en fait, il y a un mot, enfin, il y a un terme, commissaire des armées, mais voilà, il y a des réalités fonctionnelles très différentes. Et on a une première question qui nous dit quel est le quotidien d'un commissaire des armées. Mais c'est compliqué parce que finalement, si vous êtes RH, enfin, si vous êtes plutôt RH ou si vous êtes plutôt juridique, c'est pas le même quotidien. Ben, tout à fait. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a autant de parcours que de commissaires. Donc en fonction de la spécialisation dans laquelle on œuvre, eh bien, le quotidien sera totalement différent. Donc on ne peut pas comparer les spécialités entre les unes aux autres et dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre. C'est après le commissaire qui choisit de se spécialiser, une fois qu'il est lauréat du concours, dans tel ou tel dominante métier. Donc le juridique, la RH, l'audit, etc., la finance, le contrôle de gestion, et j'en passe. Il y a énormément, l'administration recouvre des facettes très larges. Alors si on prend votre quotidien. Alors moi, mon quotidien, donc moi je suis spécialiste RH, en charge donc du recrutement et de la formation continue des commissaires. Excusez-moi, spécialité RH, ça veut dire qu'au départ, vous aviez déjà, avant de passer les concours, vous aviez déjà une formation spécifique? Tout à fait, j'ai un master en ingénierie de formation, donc c'est pour ça que j'ai été recrutée dans cette spécialité-là. Donc mon quotidien, c'est d'organiser les recrutements de commissaires, donc les recrutements, les concours, les recrutements sous contrat, les concours internes, vraiment toute l'offre de recrutement qui permet de recruter donc des jeunes pour devenir commissaires dans les armées, et ensuite en interne de planifier, on va dire, le plan de formation des commissaires des armées. Donc le plan de formation dans les différentes composantes, spécialités, filières d'emploi métier, donc les RH, les finances, et de concevoir des plans de formation pour faire monter les commissaires en compétences, pour qu'ils puissent occuper au sein d'une même filière différents postes. Alors, à l'issue de votre formation initiale, qui devait être une formation peut-être universitaire, vous avez donc passé les concours, mais vous saviez que vous vouliez être RH, exercer un métier RH. Alors moi, je n'ai pas passé le concours de commissaire, je suis officier sous contrat, enfin je suis commissaire, officier sous contrat rattaché au corps des commissaires. Donc ce n'est pas un concours, c'est un recrutement. J'insiste bien sur la différence concours et recrutement. Et un recrutement, ce n'est pas annuel, c'est en fonction des besoins du service. Donc l'année où j'ai été recrutée, il y avait un besoin en RH. Donc j'ai postulé sur fiche de poste et sur un poste qui était en région parisienne. Et donc voilà, à l'issue d'un entretien et d'une étude sur dossier, j'ai été recrutée. On reviendra un peu plus tard sur les modalités de recrutement et de concours. Pour vous, Sophie, ça s'est passé comment ? Alors en fait, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur quel est le quotidien. Moi, mon quotidien, il a été, j'ai occupé trois postes, j'en suis à ma 3e affectation, j'ai eu 3 métiers différents. Mon premier métier, c'était, je faisais du contrôle des gestions, et essentiellement du contrôle des gestions, du contrôle interne et du conseil juridique. Mon deuxième métier, je m'occupais davantage d'achat public et de finances publiques. Et là, c'est mon 3e poste, et maintenant je fais de l'encadrement, donc plutôt sur la partie RH, formation des élèves. On précise que vous êtes militaire. Alors, avant de démarrer ce live, je vous posais la question parce que ça intrigue toujours. Vous avez un poste qui se rapproche d'un poste dans le civil, dans la fonction, dans le fonctionnel, mais vous êtes militaire, donc vous pouvez être amené à vous retrouver sur des théâtres de conflits extérieurs. Par exemple, aujourd'hui, on a des opérations extérieures. Il y a des commissaires des armées qui participent à ces opérations extérieures? Tout à fait, des copains d'ailleurs, oui. Des camarades. Donc voilà, après effectivement, il y a forcément des commissaires sur chaque opération extérieure à laquelle la France participe. Donc en fonction des besoins et en fonction de l'organisation du théâtre, sur des postes de finance, sur des postes de logisticiens, sur des postes de conseillers juridiques, ce qu'on appelle les legal advisors, les LEGAD. Voilà, ça dépend des besoins. Alors, on reviendra sur la formation qui dure 2 ans. Et il y a une formation aussi militaire pendant ces années?
Oui, tout à fait. La formation militaire, en fait, donc si on parle des élèves qui sont recrutés sur concours, donc en tant qu'officier de carrière, la formation militaire est la même que pour tous les officiers, j'allais dire, de l'armée de l'air quand on a été recruté dans le cadre de l'armée de l'air, par exemple. Donc c'est une formation militaire, bien d'aguerrissement au combat, de tir, une vraie formation du combattant. Tout à fait. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises du concours, on va y venir. Une fois qu'on est commissaire des armées, on a bien compris que c'est un métier qui avait beaucoup de facettes opérationnelles. C'est un métier à évolution. Comment ça se passe l'évolution de carrière pour un commissaire des armées? Alors déjà, il y a l'avancement en termes de grade. Voilà, donc les élèves sont recrutés au grade d'aspirant. Donc ensuite, ils sont sous-lieutenants en deuxième année. Donc quand on sort d'école, on est lieutenant. Et on gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire en fonction de ses résultats. Et puis la progression est également fonctionnelle en termes de responsabilités qui nous sont confiées. Plus on avance dans la carrière, plus on est amené à avoir des postes à responsabilité, qui ne sont pas des fois forcément liés au grade non plus. Il faut aussi le préciser, parce que commissaire, c'est une fonction. Après, vous avez le grade. Vous êtes capitaine, commandant, lieutenant-colonel. Donc les deux ne sont pas forcément liés. Vous pouvez avoir un poste à responsabilité tout en étant un lieutenant en sortie d'école, à gérer des gros budgets. Donc c'est pas tout à fait... le grade et la fonction ne vont pas forcément de pair. Ça, c'est important de le préciser. Vous avez parlé à deux reprises du mode de concours et du mode de recrutement, et on a beaucoup de questions qui ont trait à ça. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser de manière assez synthétique à qui vous vous adressez et comment s'organise le processus de recrutement? Alors, on s'adresse donc à des étudiants de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5. On a plusieurs offres de recrutement. Donc, pour être, on va dire, officier de carrière, c'est par un recrutement sur concours. Donc, on a deux types de concours. Un concours à Bac plus 3 sur épreuve et un concours à Bac plus 5 sur titre. Donc là, bien sûr, les profils sont différents. Avec le Bac plus 3, on va plutôt rechercher des profils juridiques. Et le Bac plus 5, on va plutôt chercher des profils d'école de commerce. Pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir des profils différents dans le corps pour répondre à des besoins d'emploi différents. Ensuite, on a des recrutements, on va dire, pour acquérir une première expérience professionnelle, donc sous contrat. Donc c'est des contrats de 4 ans, le premier contrat. Donc là, c'est sur poste. Je suis donc issue de ce recrutement, comme je vous disais tout à l'heure. C'est des recrutements annuels. Donc ça peut varier. L'année dernière, on a recruté 5 commissaires sous contrat dans la spécialité informatique, contrôle de gestion, audit et comptabilité. Voilà. Partout en France. Les fiches de poste peuvent être situées aussi bien à Toulon, à Brest, à Rennes, dans tous les organismes du commissariat des armées. Donc on est implanté dans toute la France et à l'étranger également. Ça peut aussi être le cas. Implicitement, vous avez répondu à deux questions qui nous ont été posées pendant que vous nous répondiez. La première qui était d'un internaute, j'ai un DUT QLT, c'est un DUT qualité logistique, mais vous ne prenez pas de Bac plus 2, donc il faut qu'il poursuive pour avoir un minimum de Bac plus 3. Alors tout à fait, mais cela dit, on offre aussi des postes qu'on appelle de découverte. Ce sont des contrats d'1 an. C'est les volontaires aspirants commissaires. Donc il y a deux types de contrats, soit embarqués sur un bâtiment de la Marine nationale, soit ce qu'on appelle des VAC, donc des volontaires aspirants commissaires à terre, service. Donc dans des domaines qui peuvent être aussi l'audit, l'achat, la finance, les mêmes domaines qu'exercent les commissaires qui passent le concours sur épreuve ou sur titre, ou même les OSC. Donc c'est des contrats d'1 an. Les personnes sont nourries et logées gratuitement. C'est un salaire, on va dire, de un premier emploi de débutant, hein, donc ça se situe à peu près un peu moins du SMIC. Et c'est vraiment pour découvrir le métier de commissaire, côtoyer des commissaires au quotidien et commencer à pratiquer des fonctions qui seront peut-être les leurs s'ils souhaitent passer ensuite le concours. Donc c'est ce qu'on appelle des stages de découverte. Voilà. Alors, pour revenir à cet internaute qui nous disait être en DUT qualité logistique, transport, il nous demandait quel est le quotidien ou quelle est la fonction d'un commissaire des armées justement dans ce domaine du transport, de la logistique dont on imagine qu'il est très important dans les armées. Alors vous pouvez avoir des commissaires qui sont chargés donc, de passer des marchés, notamment des marchés de transport de fret, que ce soit du fret aérien ou du fret maritime, etc. Donc ça peut être effectivement sous un premier angle, donc en tant qu'acheteur public spécialisé dans des marchés de transport. Après, effectivement, le métier de commissaire
couvre également la spécialité logistique, donc comment dire, essentiellement sur le fait d'accompagner les forces, notamment au combat, donc en termes d'approvisionnement de matériel qui sera nécessaire aux forces. Donc en tant que logisticien également, ça pourrait éventuellement correspondre. Il y a tout ce qui est réglementation du matériel aussi qui peut être projeté sur un théâtre d'opération, parce qu'il y a du matériel à réformer ou à basculer sur d'autres théâtres d'opération. Donc il y a tout un aspect réglementaire. Donc vous voyez, la logistique peut être aussi liée un peu au droit. Il y a un aspect réglementaire aussi dans ce métier-là. J'imagine qu'on a un aspect spécifique en Afghanistan où il faut rapatrier une quantité de matériel phénoménale. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des aspects, parce qu'on a parlé du droit, on a parlé des RH, de logistique, est-ce qu'il y a des aspects de ce métier de commissaire auxquels on ne pense pas, mais qui existent, et vous voyez, des aspects pas originaux, mais auxquels on ne pense pas? Parce qu'on a parlé de RH, droit, voilà, c'est des grandes disciplines qui sont connues. Mais est-ce qu'il y a des aspects un peu plus méconnus dans ce Après, métier? ce n'est pas forcément des aspects plus méconnus. Tout ce qui est conseil, vraiment le conseil juridique au commandement. Donc, si on prend le cas des commissaires d'ancrage marine, il y a tout ce qui est l'action de l'État en mer. Donc, tout ce qui, voilà, conseiller un commandant d'un bateau de la Marine nationale sur l'action de l'État en mer. Pour la partie armée de l'air, il y a effectivement tout ce qui est conseil juridique dans le cadre des opérations aériennes. Que ce soit en France en temps de paix comme en temps de crise en opération extérieure. On n'a pas également parlé du métier de financier, puisqu'il y a une grosse partie de finance également. Il y a des métiers dans les finances publiques. On a parlé des universitaires, on a parlé des écoles de commerce. D'ailleurs, on a un internaute qui nous dit je finis une école de commerce, j'ai toujours été attiré par l'armée, est-ce que j'ai le profil? A priori, oui. Oui, je rebondirai juste ce que vous disiez tout à l'heure. La particularité vraiment de ce métier, c'est qu'on œuvre au quotidien dans les domaines droit, finance, achat, qui peut être, on peut dire, comparable à ce qu'un candidat pourrait faire en passant un concours civil. Mais la particularité vraiment de notre métier, c'est que ces spécialités-là, on est à même de les faire sur un théâtre d'opération. Et c'est ça qui fait aussi la valeur de notre métier et l'intérêt de ce métier-là. C'est qu'être auditeur, financier, acheteur, logisticien, vous êtes amené à le faire sur un théâtre d'opération. Voilà, donc on dit qu'on est administrateur militaire, pas administrateur civil. Voilà, pour faire un résumé. Dans les facettes opérationnelles, on n'a pas forcément parlé ingénieur, ingénierie. C'est des facettes importantes aussi pour les commissaires des armées, dans les domaines techniques d'ingénierie? Ingénierie, non, pas tellement. Non, c'est pas du tout un domaine dans lequel on œuvre. On a plusieurs questions et qui reviennent de manière insistante, et c'est certainement symptomatique, sur la vie de couple et la formation, voire la carrière après. Là, on a au moins 4-5 questions, un peu différentes, mais qui reviennent toutes à cette question. Peut-on concilier, alors on a des questions du type, pendant ma formation, est-ce que je peux continuer à vivre en couple? Bon. Mais c'est vrai qu'on s'adresse quand même à une population qui a déjà parfois 25 ans, 24 ans, donc on ne s'adresse pas à des terminales, donc c'est une question effectivement. Est-ce que je peux concilier ma vie de couple pendant ma formation? Est-ce que ce métier est compatible avec une vie de famille? Parce que c'est vrai qu'on parle, parce qu'on sait que la vie militaire parfois c'est pas toujours facile. Il faut avoir intégré l'exigence de la contrainte de mobilité. Voilà. Quand on devient militaire, que ce soit commissaire ou non commissaire, quand on embrasse le métier de militaire, on accepte cette contrainte de mobilité. Donc effectivement, on est amené à être muté tous les 3-4 ans. On n'est pas amené à partir en mission pendant des durées qui peuvent aller de 2 mois jusqu'à 6 mois. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. Après, ça n'empêche pas de se marier, d'avoir des enfants, ça ne pose pas de problème particulier. Et il faut que le compagnon ou le conjoint ait conscience de ça. C'est un engagement pour servir la France. Enfin, j'emploie peut-être des termes un peu forts, mais c'est ça. C'est un engagement. On a des droits et des devoirs quand on est militaire. Et souvent, le terme de militaire est souvent un peu passé sous silence, je dirais, par certains candidats qui passent au concours. Ils se rendent compte des fois qu'arrivés en école, ah oui, il y a un uniforme, il faut être militaire, oui. C'est un concours. Ce soir, vous êtes en uniforme, vous n'êtes pas en tenue civile. C'est un concours militaire. Et à cette question précise, pendant les 2 ans de formation, qui s'adresse donc à des jeunes qui peuvent avoir 24 ans, est-ce qu'ils peuvent vivre en couple ou Alors il y aura une petite, au début de la formation, pour tout ce qui touche la formation, enfin tout ce qui concerne la formation militaire initiale, où là effectivement on part en stage combat dans les Alpes par exemple. Là les élèves seront en internat, on va dire les 2 premiers mois de leur formation. Ensuite ils sont en régime d'externat, donc ils peuvent tout à fait rentrer chez eux le soir et retrouver leur compagnon ou leur compagne. Il y aura des périodes de stage, de formation, mais ça ne les empêche pas de revenir le week-end. Donc oui, c'est absolument pas incompatible. On a parlé du métier, on a parlé des conditions requises pour y accéder. Comment se passe
concrètement, au concours, quelles sont les épreuves? Alors, donc, tout à l'heure, j'ai parlé de 2 types de concours. Donc, pour le concours sur épreuves, donc, il est composé d'épreuves écrites. Donc, vous avez 4 épreuves écrites classiques, une dissertation de culture générale, une épreuve de synthèse de dossier, une épreuve à options. Donc là, il y a 4 options au choix: droit public, droit privé, sciences économiques et sciences de gestion. Et vous avez ensuite une épreuve de langue vivante. Donc cette année, la nouveauté, c'est que c'est l'anglais qui est devenu la langue obligatoire. Parce que l'année dernière, les candidats avaient le choix entre 5 langues. Donc là, il n'y a plus que l'anglais et c'est un commentaire de texte en langue anglaise. Voilà. Pour les épreuves écrites. Ah, ces épreuves écrites se préparent? Se préparent. Ou naturellement, on est préparé par sa formation initiale? Alors, on peut être préparé par sa formation initiale si on a une formation juridique, mais il y a effectivement des organismes, on a des partenariats avec des IEP, des CEPAC, des IPAG qui préparent à notre concours. Donc là, j'invite les candidats à aller sur notre site internet et à télécharger la brochure d'information sur le concours sur épreuve où figure la liste des établissements avec lesquels nous avons un partenariat. Vous nous rappelez l'adresse du site? L'adresse du site, c'est www.commissaire dans les armées, donc au pluriel, @défense.gouv.fr. Donc, épreuve écrite. Épreuve écrite. On est admissible? On est admissible, tout à fait. Donc la épreuve orale, donc vous retrouvez l'épreuve de l'option de l'écrit, vous la passez également à l'oral. Une épreuve de culture générale, une épreuve de langue anglaise, obligatoire. Et la nouveauté également cette année, c'est qu'il y a une épreuve de langue facultative. Donc ne sont pris en compte que les points au-dessus de la moyenne. Donc pour certains candidats, ça peut être un plus. Donc il y a 3 langues proposées, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Et des épreuves sportives, parce que n'oublions pas, nous sommes militaires, donc il y a des épreuves également sportives pour ce concours. Alors, à quel moment, rappelez-moi, se situe, par l'entretien de motivation, mais à quel moment vous voyez la motivation, l'engagement À l'oral, lors de l'entretien donc avec le jury, lors de l'entretien de culture générale, en fait, l'entretien est scindé en 2 temps. Le premier temps, donc, c'est vraiment une interrogation avec le professeur de culture générale sur le sujet tiré au sort par le candidat. Et le deuxième temps de l'entretien, là vraiment, le jury pose des questions plus sur la motivation, le parcours du candidat, pourquoi l'armée, pourquoi commissaire. Donc il essaye vraiment de savoir qui il a en face de lui et de savoir si la personne serait un bon commissaire. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux candidats pour bien préparer cet entretien et arriver de manière sereine? Alors, je pense que le premier conseil, c'est d'être authentique. Le jury recherche de l'authenticité. Les candidats essayent trop des fois de coller à un moule ou de dire ce qu'ils pensent que le jury a envie d'entendre. Non, ce que le jury a envie d'entendre, c'est des personnes vraies qui disent vraiment ce qu'elles sont et ce qu'elles ont envie de faire. Donc d'ailleurs, tous ces conseils-là sont consignés dans un rapport du jury qui est également présent sur notre site internet, où tous les conseils du président du jury sont répertoriés. Okay. Je rappelle aux internautes qu'on mettra le lien du site, qui est un petit peu complexe, à la fin du live. D'accord. En fait, c'est curieux parce que c'est vraiment une question qui revient. Excusez-moi de revenir sur cette question sur la vie de famille. On a au moins 2 questions encore sur... Et là, vous êtes particulièrement bien placé pour répondre. Peut-on concilier une vie de mère de famille, de femme et ce métier? Écoutez, je pense que oui. Après, la commissaire Legatte est maman. Oui, donc la réponse est oui. Moi, j'ai un petit garçon, voilà, qui ne m'a pas empêché de partir en opération extérieure en Afghanistan. Donc oui, les 2 choses sont compatibles. Après, ce sont des choix, des choix de carrière, des choix de vie, mais on peut tout à fait assumer ces 2 métiers-là. Bon, bah, j'espère que ça rassurera tous nos internautes. Oui, puis il existe chez nous ce qu'on appelle le célibataire, enfin le célibat géographique. Donc le conjoint, la compagne n'est pas obligé de suivre systématiquement à chaque mutation son mari, parce que tout simplement parfois elle ne peut pas laisser son travail pour pouvoir suivre son mari. Donc le militaire part tout seul dans son affectation et a la possibilité de revenir tous les week-ends chez lui. On va revenir au concours, aux épreuves, parce qu'on a quand même des questions sur le fond. On nous demande quel est le niveau d'anglais qui est demandé. Le niveau d'anglais, donc pour le concours sur épreuve, c'est un niveau d'anglais, je dirais, universitaire, classique. Donc là encore, j'invite les internautes à se rendre sur notre site internet pour consulter donc, le rapport du jury, où figurent aussi les meilleures copies du concours, donc ils pourront, et les annales. Donc ils pourront prendre connaissance de tout ça et juger un petit peu le niveau attendu. Mais c'est un niveau universitaire, l'anglais coefficient 2 au concours. Donc c'est important, mais ce n'est pas non plus une matière décisive. Alors manifestement, parmi les internautes qui suivent le live, certains se sont vraiment bien renseignés manifestement sur les options que vous proposez. On a une question d'Estelle qui nous demande comment se passe le choix des options l'an prochain. Pouvez-vous nous en dire plus sur les options DGA et SSA? Des acronymes un peu barbares.
pour moi, mais Là, il ne s'agit pas d'options au concours. En fait, donc Bénédicte a expliqué quelles étaient les options à choisir dans le cadre du concours. Après, une fois qu'on a été admis, on choisit une armée d'ancrage dans laquelle on va être amené à travailler pendant les premières années de sa carrière. Et donc là, effectivement, on choisit entre l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et également le service de santé des armées et la direction générale pour l'armement. Excusez-moi, on choisit vraiment ou il y a une sorte de rang de sortie qui vous permet, vous êtes première, vous choisissez ce que vous voulez, puis le dernier, c'est au classement. Oui. C'est au classement. Oui. En fait, lors du dossier d'inscription, le candidat indique le milieu d'emploi dans lequel il aimerait travailler s'il est lauréat du concours. Excusez-moi, le milieu de... Le milieu d'emploi, c'est-à-dire soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, le service de santé ou la direction générale de l'armement. Donc ça, effectivement, c'est fonction du rang de classement. Et ensuite, sa scolarité sera calée en fonction de ce milieu d'emploi, en fait. Et alors, concernant finalement le métier opérationnel, c'est-à-dire que vous aviez une maîtrise ou une licence de RH, donc vous vouliez quand même exercer une fonction RH, mais quand vous passez le concours finalement, et que vous réussissez, est-ce qu'on peut vous dire, mais non, mais la RH, ça ne va pas être possible, soit parce qu'il n'y a pas de poste, soit parce que vous avez un rang de sortie qui n'est pas... Et on peut se dire, mais il y a une autre spécialité. Alors, je pense qu'un jeune qui veut faire vraiment de la RH, c'est son seul objectif, la RH ou que du droit par exemple, il faut bien qu'il ait conscience qu'en étant commissaire, il fera du droit, certes, et de la RH, mais plein d'autres choses aussi. Il ne fera pas exclusivement que ça. S'il veut faire exclusivement que du droit ou que des RH, à ce moment-là, ce n'est pas le concours qu'il faut qu'il passe, c'est le recrutement d'officiers sous contrat quand on ouvre des fiches de poste sur des besoins spécifiques et des profils vraiment très ciblés, très spécifiques. Alors ça, c'est peut-être une précision importante pour une internaute, une jeune femme qui nous dit, voilà, moi je suis en licence de droit et j'aimerais savoir si vous êtes plutôt dans vos fonctions opérationnelles, plutôt droit privé ou droit public. Ben, en fait, vous venez de répondre quelque part. D'une certaine manière. C'est quand même plutôt droit public, puisqu'on travaille, enfin voilà, nous sommes des administrateurs, donc nous travaillons au profit, enfin, au service de l'État, donc c'est plutôt des règles de droit public qu'on utilise que des règles de droit privé. Mais être privatiste n'empêche absolument pas de passer et de réussir le concours, et il y a également, dans certains métiers, besoin de ces compétences-là. Donc, on passe les épreuves écrites, on est admissible, on passe les épreuves orales, on est reçu, on a un rang de sortie. Oui. On choisit donc une armée d'ancrage. Voilà. L'armée d'ancrage. Et après Et après, on arrive à l'école. Voilà. Et alors là, il y a 2 ans. 2 ans de scolarité, tout à fait. Alors cette scolarité se divise en 3 temps en fait. Un premier temps qui sera le temps de la formation militaire, donc qui se passera justement dans le milieu d'ancrage. Donc ceux qui ont choisi l'ancrage armée de l'air feront la formation militaire à l'école de l'air à Salon-de-Provence. Ceux qui ont choisi l'ancrage armée de terre iront auprès des écoles de Saint-Cyr-Coët Quidan. Voilà, donc 2 mois de formation militaire. Ensuite, les élèves rejoignent tous le site de Salon-de-Provence où donc est implantée l'école des commissaires des armées pour une formation qu'on appelle de tronc commun qui ira donc du mois de novembre jusqu'au mois de novembre de l'année suivante. Et ensuite, du mois de novembre N+1 jusqu'au mois de juillet, donc date de la sortie d'école des élèves, ils retourneront donc dans leur armée d'ancrage pour se spécialiser justement dans le milieu qu'ils ont choisi. Et pour préparer leur premier emploi à la sortie de l'école. On choisit une armée d'ancrage à la fin des concours, en fonction de son rang de sortie. Je ne vous demanderai pas s'il y a des armées qui sont plus demandées que d'autres. Est-ce qu'on peut changer d'armée d'ancrage pendant sa formation? Pendant la formation, non. Une fois qu'on a opté pour son armée d'ancrage, on n'est pas censé changer d'armée d'ancrage. En revanche, l'armée d'ancrage est très prégnante au moment des premiers postes. Donc premier, deuxième poste. Ensuite, les commissaires sont amenés à travailler dans des milieux donc, beaucoup plus interarmés et donc effectivement de travailler davantage avec des gens de l'armée de terre ou de la marine ou du SSA ou de la DGA. Oui, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas changer quelqu'un, par exemple, qui a pris santé, qui ensuite dit « non, je veux être dans la marine ». Ce n'est pas possible, parce que la formation de ceux qui choisiront marine, ils sont embarqués, ils ont une formation de chef de quart. Donc, c'est quand même des choses très spécifiques qu'on ne peut pas, comme ça, acquérir en quelques mois. Il faut vraiment une formation de 2 ans pour acquérir tout ça. Donc, non, au moment du concours, ils ont jusqu'à la date, la fin des oraux, en fait, pour faire leur choix. Voilà. Je voudrais juste ajouter sur ce sujet, c'est que la formation qui est dispensée à l'école des commissaires des armées mène à la délivrance d'un master 2 en droit administration de la défense, avec une option en fait. Donc ceux qui ont choisi l'option l'ancrage R auront une option, un master 2 qui sera avec l'option R, et il y aura donc 5 options en fonction des milieux d'ancrage également.
Armée d'ancrage pour vous, armée de l'air. Tout à fait. Et pour vous? Armée de l'air aussi, donc la tenue le montre pas peut-être, mais parce qu'en interarmée, on a un uniforme interarmée, et quand les commissaires sont amenés à travailler dans leurs armées, l'ancrage donc choisi ou le milieu choisi, ils revêtissent la tenue de ce milieu-là. C'est pour ça que le commissaire Legat a la tenue air. Béatrice nous demande si l'une d'entre vous a déjà fait partie d'un jury de concours, et concours oraux. Non. Combien de commissaires finalement n'ont pas recruté, mais combien de postes sont ouverts? Combien vous prenez d'élèves officiers finalement? Si, c'est combien on en recrute chaque année, donc tout recrutement confondu, concours, recrutement, volontaires aspirants commissaires, une cinquantaine chaque année. Et beaucoup de candidats sur la partie concours, donc comment ça se passe en termes de ratio, de sélectivité, on va dire? Effectivement, les concours sur titre et sur épreuve sont très prisés des candidats. On peut dire qu'en termes d'inscription, on a à peu près chaque année entre 200 et 300 inscrits pour les deux types de concours. Et pour le concours sur épreuve, c'est à peu près une vingtaine de places par an. Et pour le concours sur titre, 6 places, entre 5 et 6 places par an. Pour répondre à plusieurs questions qui ont été posées pendant que nous parlions, oui, on peut choisir son corps d'armée ou son armée d'ancrage, comme vous le dites. On nous demande s'il y a un âge limite pour passer les concours. Oui, vous avez raison, je ne l'ai pas précisé. Oui. Pour passer le concours sur épreuve, il faut être âgé de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours. Et pour le concours sur titre, c'est moins de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours. Est-ce qu'on demande, pour les épreuves ou le recrutement, est-ce qu'on demande un dossier militaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous demande quelles ont été vos activités militaires précédentes? Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Est-ce que vous avez participé à des... La JAPD, on demande un certificat JAPD. Et puis après, le candidat, dans son dossier, effectivement, il y a des rubriques où il peut nous indiquer s'il a fait des stages. Bon, certains indiquent qu'ils font de la réserve. Certains disent qu'ils ont pu faire des stages au sein du ministère de la Défense via les stages armée jeunesse. Donc c'est un catalogue de stages. Donc ça aussi, tout est sur notre site internet. C'est c'est encore une offre, une façon de découvrir encore les métiers de la défense, pas que notre métier, le métier de commissaire. Ces stages-là peuvent être faits aussi bien au sein de l'armée de terre, la marine de l'air ou dans les différents services du ministère de la Défense. Donc oui, c'était important. Alors, ce n'est pas un critère forcément de sélection, le fait d'avoir un passé militaire. En revanche, c'est vraiment, surtout pour les candidats au recrutement sur épreuve et même sur titre, au moment de l'entretien avec le jury, c'est une preuve de motivation supplémentaire. Qui peut faire la différence, effectivement. Est-ce que c'est un métier féminin? Vous êtes deux femmes. Quelle est la répartition femmes-hommes au sein des commissaires des armées? Alors, effectivement, le corps des commissaires des armées est assez féminisé, puisque je dirais que nous devons être un bon tiers de personnel féminin. C'est davantage que la féminisation, que l'autoféminisation générale dans les armées, qui doit être aux alentours selon les armées, entre 12 et 15%. Ça peut même monter jusqu'à 20% pour l'armée de l'air, effectivement. Mais oui, donc effectivement, le corps des commissaires est un corps assez féminisé. Qui est compatible avec une vie de famille. Et oui, on en revient toujours à cette question. On nous demande si le concours est ouvert aux littéraires, ou du moins est-ce que les littéraires ont vraiment de bonnes chances Moi, je pense qu'avec une bonne préparation, n'importe quel candidat peut candidater. J'ai souvenir d'avoir eu un collègue qui avait une licence d'histoire et qui a réussi le concours parce qu'il a travaillé, il a préparé les épreuves du concours. Donc après, toute une question de motivation. Il n'y a pas on va dire, de licence type à avoir pour présenter le concours. C'est vrai que de préférence plutôt, parce qu'il y a des options, comme je disais, droit public, droit privé, sciences éco, donc c'est plutôt des licences dans ces domaines-là. Mais après, quelqu'un de motivé, tout est possible. On peut tout à fait être littéraire. Moi, j'ai un bac littéraire, après j'ai un diplôme d'Institut d'études politiques, et après, effectivement, pour le concours, j'ai dû renforcer mes connaissances en droit public, mais de formation, je suis plutôt littéraire. Au final, on nous demande sur la période de 2 ans, comment se répartit cette période finalement en grande masse entre le temps qu'on passe à l'école des commissaires et le temps qui va se passer à l'extérieur?
Alors, donc déjà les 2 premiers mois, c'est vraiment de la formation militaire pure. Oui. Ensuite, pendant la formation dite de tronc commun, et même pendant la 3e période de formation de spécialisation dans l'armée d'ancrage, il y a également donc, une période de formation, il y a une formation académique qui fait appel à des stages, des périodes de stage. Donc il y aura des stages sur des bases ou dans des régiments en fonction de l'armée que l'on a choisi, dans des grands commandements, des stages également dans le privé. Donc il y aura des périodes de stage qui, si on cumule tout, je dirais 4 mois de stage. Ouais, c'est ça. Puis les stages sont assez variés, parce que je pense que ceux qui choisiront l'air, ce sera dans le milieu aéronautique. Je crois qu'il y a un stage qui est prévu. Tout à fait. Ceux qui choisiront santé, ils iront faire dans des stages hôpitaux militaires. Alors justement, on a une question d'Erwan là-dessus, sur la santé, et qui nous demande si cette spécialisation santé contribue ou amène à diriger des hôpitaux militaires. Alors, contrairement effectivement au concours de l'EHESP, donc l'école des hautes études en santé publique, où les étudiants deviennent directeurs d'hôpital, les directeurs d'hôpitaux militaires sont toujours des médecins militaires. Ça, c'est le premier point. En revanche, le premier adjoint du directeur d'un hôpital militaire, c'est un officier du corps technique et administratif, donc du service de santé des armées, qui vont intégrer le corps des commissaires des armées, option santé. Donc effectivement, l'administrateur d'un hôpital militaire est un commissaire. D'accord. On a une question sur le temps que vous pouvez passer en opération extérieure. Ça représente un volume important, c'est quantifiable, ça dépend des événements. C'est très variable. Ça dépend de l'actualité. Ça dépend de l'actualité. Voilà, après, sur une carrière, si je vais parler de mon cas personnel, sur 10 ans, j'ai fait 4 missions à l'étranger, donc pour une période qui allait de 17 jours jusqu'à 4 mois et demi. Bon, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est très variable. Parce que parfois vous avez une présence sur le terrain, certes, qui est, comme le commissaire Le Gat, de 17 jours à 6 mois. Vous avez aussi toute une phase de préparation parfois de la mission. Donc ça aussi, certes, vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous êtes déjà un petit peu dans votre tête parce qu'il faut prévoir tout ce que vous allez devoir gérer là-bas. Donc si vous êtes, mettons, je ne sais pas moi, commissaire pour gérer un exercice, vous avez toute la phase de planification du budget à mettre en œuvre, répertorier tous les postes de dépenses et concevoir votre budget et le faire valider par le directeur de l'exercice. Donc tout ça, ça se fait en amont. Donc prévoir tout le matériel qui doit être projeté. Donc il ne faut pas penser juste à ce que vous faites sur le terrain. Il y a aussi une phase amont et une phase après, parce qu'après l'opération, il faut rendre des comptes. Et ça, c'est le rôle du commissaire. Pour revenir à ces 2 ans de formation, on nous demande si c'est une période assez intense. Alors, je ne vais pas vous mentir. Soutenue. Je vais pas vous mentir. Déjà sur le plan physique, la formation militaire, les 2 premiers mois de formation militaire, oui, c'est intense. Voilà, l'objectif, c'est, on rentre étudiant civil, l'objectif, c'est de se transformer en officier. Donc oui, la formation est assez dense. Après, sur le plan académique, je dirais que la formation, elle est équivalente à ce qu'on peut trouver dans une grande école de formation dans le civil, voilà, dans l'administration de façon générale. Donc les élèves, typiquement, au cours de 8h à 17h ou 18h tous les jours de la semaine, ils font du sport, ils font de l'anglais, donc ils ne font pas que des épreuves, que des matières académiques également, quoi. À plusieurs reprises, on a parlé des critères physiques, d'aptitude physique. Alors ces critères d'aptitude physique, c'est quoi? Ils sont assez exigeants. Il y a des critères, effectivement. Donc les candidats doivent passer une visite médicale initiale pour le concours, tout simplement, pour passer les épreuves sportives. Donc non, je dirais que c'est quelque chose d'assez simple. On ne leur demande pas des compétiteurs. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les épreuves sportives? Alors, les épreuves sportives, vous avez des épreuves de natation, vous avez des épreuves de traction abdominaux, course de vitesse et course de fond. Accessible, j'allais dire, à la moyenne. Oui, avec un bon entraînement, c'est tout à fait accessible. Et les barèmes des épreuves se trouvent dans la brochure d'informations sur le concours sur épreuve. Les épreuves sportives sont les mêmes pour le concours sur épreuve et pour le concours titre. Si on échoue aux épreuves, on peut y repasser l'année suivante? Alors, on peut tout à fait, que ce soit les 2 types de concours, ils sont limités à 3 présentations. D'accord. Voilà. Si on peut d'ailleurs rappeler les périodes de dépôt de dossier, d'inscription? Alors, les dépôts de dossier donc pour le concours 2013, c'est en ce moment. La date limite pour le concours sur épreuve est fixée au 4 mai. Pour le concours sur titre, c'est le 13 avril. Et les écrits du concours sur épreuve ont lieu début juin. Et les oraux ont lieu la 2e semaine de juillet.
et la proclamation des résultats a lieu dans la foulée. Et pour le concours sur titre, les épreuves se déroulent au mois de mai, sportives et épreuves orales. Question qui peut avoir son importance, c'est une formation gratuite. Oui. Ah oui. Non, c'est bien de le rappeler parce que... Et rémunérée. Voilà, mais c'est pas toujours Non, évident. vous avez raison. Pas toujours évident. Rémunéré... Les élèves sont rémunérés pendant leur scolarité. Mais sur une rémunération importante Alors, enfin, importante. quand ils rentrent En première année, je dirais ça tourne autour du SMIC à peu près, peut-être même un petit peu plus. Oui, sachant qu'après il y a la situation personnelle aussi de Voilà. chaque individu à prendre en compte, s'il est marié, chargé S'il de a des famille. enfants. La rémunération augmente en fonction du grade. Voilà, elle est liée au grade. Et je crois que de toute façon, là, il y a le tableau indicatif des soldes qui est également en ligne sur la brochure. Oui. Alors, on a des internautes qui voient loin. Ils nous demandent déjà quelles sont les possibilités de reconversion dans le civil. Oui, ils voient loin. Ah oui, oui, il va très très loin. Alors effectivement, il y a des possibilités de reconversion dans le civil. Donc il y a des commissaires qui, après une période plus ou moins longue dans le service, décident de retourner dans la fonction publique d'État, plus que dans la fonction publique territoriale, mais ça peut arriver également dans la fonction publique territoriale. Donc Cour des comptes, Chambre régionale des comptes, Conseil d'État, enfin voilà, donc dans ces grands corps-là. Après, il y a des gens qui basculent dans le système privé complètement et qui se trouvent des postes dans le civil, dans le privé. Question sur les conditions d'admission. Un internaute te demande si c'est réservé aux personnes ayant la nationalité française. Oui. Pour être officier dans les armées, il faut être de nationalité française. Bon, donc autre précision, on nous demande à l'issue de la formation quel statut a-t-on et quelle est la durée du contrat. Alors attention, le statut quand on passe le concours sur épreuve et sur titre, on est de carrière, c'est-à-dire qu'on est en CDI pour faire simple. Voilà. Et quand on passe le recrutement, quand il y a le terme sous contrat, c'est un CDD. Voilà. Donc quand ils voient apparaître le terme de contrat, ils savent que forcément c'est un CDD. Donc là, ce que je vous disais, nous les premiers contrats qu'on offre, c'est des contrats d'une durée de 4 ans, qui peuvent être renouvelés juste dans la limite d'une vingtaine d'années. Voilà. Et quand on est de carrière, donc on est de carrière, donc on n'est en principe pas vocation à quitter le corps. Donc pas d'inquiétude, c'est vrai que c'est assez rassurant quand on est officier de carrière parce qu'effectivement c'est comme pour un CDI. En revanche, on a la possibilité de quitter si on souhaite quitter l'institution, mais il y a un engagement minimum de service qui est de 6 ans, je crois. 6 ans, oui. 6 ans à partir de la date de signature du contrat. Voilà. Si l'intéressé quitte avant cette période-là, il doit rembourser les frais que l'État a engagés, notamment pour sa formation. C'est des frais importants finalement. Alors là, c'est équivalent à la solde brute perçue. Oui, c'est un calcul un peu savant. Compliqué. Voilà. Mais bon, c'est pas... Pendant ces 2 ans de formation, j'imagine qu'il y a des liens assez forts qui se créent dans les promotions. Vous continuez vous continuez à côtoyer ou à être en relation avec d'autres commissaires qui sont évidemment maintenant peut-être très loin dans d'autres armées d'ancrage avec qui vous n'avez pas forcément de lien professionnel. Mais est-ce qu'il y a une solidarité d'école comme ça peut exister? Alors c'est vrai qu'il y a ce statut militaire qui est très particulier, mais un peu vous savez comme ces réseaux d'anciens qu'on peut avoir dans les écoles. Oui, tout à fait. Et on crée un esprit de promotion et de... Tout à fait. Alors après, c'est variable en fonction des amitiés des uns et des autres, mais oui, l'esprit est très fort. Moi, j'ai des camarades de promotion qui d'ailleurs ont quitté le service depuis, que je continue de fréquenter. On va au mariage, au baptême des enfants. Voilà, on continue de garder un lien, oui. Puis professionnellement, c'est important aussi d'avoir un réseau parce que les commissaires, comme on disait tout à l'heure, œuvrent dans les différents milieux d'emploi, à des postes très différents dans des domaines différents. Donc parfois, quand on a une question, quand on part en OPEX sur tel ou tel domaine, on est bien content de dire « Ah oui, là j'ai un camarade qui est affecté dans tel endroit, je vais le contacter ». Donc le réseau est aussi important et c'est en école que tout ça se crée. Ce live arrive à sa fin. J'espère que les internautes auront un peu mieux cerné ce métier de commissaire des armées. À ceux qui vont bientôt déposer des dossiers ou qui vont postuler chez vous, qui vont préparer les épreuves, quels conseils vous pourriez donner, si vous en avez? De mettre toutes les chances de leur côté, donc de se préparer déjà sur le plan physique, sur le plan académique par rapport aux matières qu'ils doivent réviser pour le concours. Effectivement, être authentique. Oui, être authentique et je dirais aussi bien se renseigner sur le métier de commissaire. Quand on postule quelque part. On va redonner l'adresse du site. L'adresse du site, donc www.commissaire dans les armées attaché au pluriel .défense.gouv.fr.
Mesdames, merci d'avoir participé à ce live, d'avoir répondu aux questions des internautes. À bientôt pour d'autres lives de Studyrama TV.